Depuis les années 70, le Japon s'est positionné comme leader en matière de nouvelles technologies. Situé à Tokyo, le quartier de Akihabara est devenu rapidement le lieu d'approvisionnement pour tout ce qui touche à l'électronique après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Akihabara, aussi appelé Electric Town, est devenu la Mecque des otaku et un quartier dédié au divertissement sous toutes ses formes. Depuis fin 2016, la réalité virtuelle, ou VR, qui se développe un peu partout dans le monde, s'installe aussi dans les boutiques de Akihabara et dans le pays qui a vu naître des grandes marques comme Nintendo ou Sega. Cette évolution passe forcément par le jeu vidéo. Des centres VR ont ouvert en 2016 et 2017, permettant aux Tokyoïtes de tester en avant-première cette nouvelle technologie. Pour comprendre à quoi va ressembler le futur en VR et ce qui risque de changer dans nos vies à tous, il faut donc tout d'abord comprendre comment la culture du divertissement s'est construite ici et la place prédominante de l'industrie du jeu vidéo. Car avec cette nouvelle technologie, c'est toute l'industrie du divertissement qui va changer et qui va projeter Tokyo et le monde dans un futur en VR. Je m'appelle John Hawkes et je travaille pour Silicon Valley Virtual Reality, ou SVVR comme on l'appelle. Au départ, nous étions un groupe d'amateurs de réalité virtuelle. C'était il y a 4 ans, en 2013. Tous les mois, nous nous retrouvions au cours de petites réunions. Puis, petit à petit, le groupe de réunions d'amateurs s'est transformé en une véritable plateforme où se retrouvent tous les acteurs de cette industrie. Nous travaillons avec ces acteurs et avec les startups pour développer un écosystème sain autour de la réalité virtuelle. Pour l'instant, la réalité virtuelle en est encore à ses prémices. Tout a commencé dans les années 90. C'est là que l'idée de la réalité virtuelle est née. Mais elle n'a pas fait long feu, d'abord à cause d'un matériel qui n'était pas encore à la hauteur et aussi à cause d'Internet. Le succès d'Internet auprès des consommateurs a beaucoup freiné le développement de la VR, mais le projet de financement participatif pour l'Oculus Rift a permis de relancer tout ça. Les progrès de la technologie mobile ont aussi permis aux développeurs de VR de proposer des expériences vraiment qualitatives à un prix accessible pour le consommateur moyen. Ce qui aurait coûté 400 000 $ il y a 20 ou 30 ans ne coûte plus que 200 ou 300 $, ce qui est vraiment impressionnant. Je pense que la réalité virtuelle a encore 20 ou 30 ans de progrès technologiques devant elle avant d'arriver à maturité. Pour l'instant, on est capable d'obtenir des simulations visuelles assez correctes. On peut regarder autour de soi et voir une reconstitution informatisée de notre environnement. Et c'est déjà beaucoup. On commence aussi à mettre notre toucher à contribution. Il y a des gants qui existent déjà et on va bientôt pouvoir utiliser nos doigts puis nos jambes dans quelques temps. On est aussi en train de concevoir des détecteurs de chaleur, des combinaisons complètes, des détecteurs de mouvement. Pour l'instant, ce n'est pas du tout pratique et ça coûte très cher. Mais ça finira par aboutir. Cet appareil permet d'envoyer de faux signaux à vos yeux. Ça permet de pirater votre vision en quelque sorte. Et aussi de pirater ce que vous entendez. C'est ça le principe de la VR. Et personnellement, je perçois la réalité virtuelle comme un moyen de se rendre n'importe où et d'expérimenter tout ce que vous voulez. Il y a constamment du nouveau contenu et les créateurs sont encore en phase d'apprentissage. On compare souvent le développement de la VR à celui des téléphones cellulaires. Au début, les téléphones portables faisaient la taille d'une valise et ils étaient réservés aux quelques milliers de personnes qui avaient les moyens d'en acheter. Mais leur développement a été fulgurant. C'est certain que la création de contenu VR demande beaucoup d'argent et de technique. Je sais que pour le moment, avoir un casque comme celui-ci sur le visage, ce n'est pas très confortable. Ce n'est pas aussi facile que de jouer à un jeu vidéo classique. Ce que nous devons nous efforcer de faire, c'est d'offrir de bonnes expériences aux joueurs pour qu'ils reviennent vers la VR par la suite. Nous n'en sommes qu'aux prémices de cette technologie et encore loin d'avoir des jeux sous leur forme finale, à mon avis. Je pense qu'à terme, la VR ne devrait plus être une curiosité. Elle va commencer à être acceptée et les développeurs vont pouvoir proposer plus de contenu. Ce ne sera plus surprenant d'avoir quelqu'un dans son entourage qui possède un système VR haut de gamme, notamment parce que les prix sont en train de baisser, mais aussi parce que la technologie progresse et que le contenu s'améliore. Je pense que nous ne sommes vraiment pas loin de voir la VR devenir mainstream.
surtout avec le lancement de la VR de la PlayStation. L'arrivée des consoles va amener un public beaucoup plus large. Lancé en octobre 2016, le PSVR de Sony PlayStation a immédiatement suscité un engouement formidable au Japon avec son casque d'environ 400 €. Une énorme avancée pour la VR qui allait enfin pouvoir toucher un large public. Le lancement du PlayStation VR a été une très grande avancée pour la réalité virtuelle. Si l'équipement était trop cher, la majorité des gens ne pourraient pas l'acheter. Mais si vous possédez déjà une PlayStation 4, on n'a plus qu'à acheter le PSVR et commencer tout de suite à expérimenter une VR en HD. C'est un pas extrêmement important pour le futur de la VR. Quand j'ai acheté mon premier masque VR il y a 3 ans, les gens avaient peur de l'essayer. Ils trouvaient cela trop bizarre. Mais après le lancement de la PlayStation VR, même les lycéennes s'y sont intéressées. C'est un changement radical que j'ai observé depuis 3 ans. La communauté VR japonaise va créer un contenu vraiment fabuleux. Parce que le Japon a toujours eu cette capacité unique à s'accaparer les technologies qu'ils ont eux-mêmes créées ou qui ont été créées ailleurs, et de les utiliser au service de leur propre vision des choses. Et ils le font de manière totalement indépendante, sans aucune influence extérieure, contrairement à nous, les Américains, qui avons cette tendance à vouloir plaire au plus grand nombre, malgré toute notre créativité. Nous avons plutôt tendance à chercher à collaborer avec d'autres, ce qui amène généralement à écarter les idées folles et loufoques. Les idées folles et loufoques viennent du Japon. Ce sont eux qui vont proposer des paradigmes totalement différents pour la VR, comme la réalité mélangée. L'une de leurs plus grandes forces, c'est d'utiliser la VR comme une plateforme créative pour créer des choses complètement folles que personne n'avait jamais vues avant et qui viennent redéfinir la façon dont on travaillait auparavant. Ils l'ont déjà fait dans le monde des jeux vidéo, ils l'ont déjà fait dans le monde de l'animé et dans bien d'autres domaines. Et je pense qu'avec l'environnement très créatif de la réalité virtuelle, l'inventivité des développeurs et des créateurs de contenu japonais va encore être mise à contribution. Ils vont définir tous les aspects du monde de la VR pour tous ceux qui y travaillent. Et ce sera incroyable. Au Japon, la VR se développe donc très vite et l'impact de cette nouvelle technologie se faisait déjà fortement sentir lors de l'édition 2016 de la Comic-Con à Tokyo. Bandai Namco et PlayStation ne sont pas les seuls à attaquer le marché japonais. Et la réalité virtuelle était déjà partout sur les stands du salon, comme le taïwanais HTC, qui faisait pour son lancement la promotion de son casque VR Vive à grands coups d'épée virtuelle. À l'origine, HTC est dans la production de smartphones. C'est d'ailleurs la première entreprise qui a proposé un smartphone pour Google. C'est donc une entreprise qui travaille dans les téléphones depuis des années. Et l'année dernière, quand nous avons décidé de lancer le casque Vive, nous sommes passés par eux pour avoir de la visibilité sur le marché. Au départ, j'étais assez dubitative par rapport à la VR, notamment quand Oculus a lancé son premier prototype. Mais quand j'ai essayé le HTC Vive, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des balades, qu'on pouvait faire de la peinture en 3D. C'est une expérience vraiment différente par rapport à d'autres créateurs de VR. J'ai été très enthousiaste en découvrant combien il est possible d'être créatif grâce à toutes les possibilités qu'offre la VR. Je trouve que c'est vraiment un produit très intéressant. Nous avons également développé notre prototype de casque de réalité virtuelle en collaboration avec la compagnie américaine Valve. Ils sont basés à Seattle. Ce sont eux qui ont lancé Steam, la plateforme de jeux vidéo. Et c'est avec eux que nous avons décidé de travailler quand nous avons lancé le développement de notre prototype il y a quelques années.
Steam est la plateforme idéale pour le marché de la VR, parce que c'est une plateforme ouverte à tous les développeurs. Il y a des milliers de développeurs sur Steam. N'importe qui peut décider de créer son propre jeu vidéo et le mettre en ligne quelques semaines ou quelques mois plus tard sur la plateforme Steam. Alors que chez Sony, comme on est sur console, le contenu est beaucoup moins foisonnant. Une console nécessite tout un matériel spécifique, donc les développeurs sont assez limités. Ils ont beaucoup plus de critères à prendre en compte. La cadence de parution de nouveaux jeux est donc plus lente. Mais vous pouvez être sûr, en théorie, que les jeux qui paraîtront seront de bonne qualité, car Sony s'assure qu'ils correspondent bien à leur plateforme. Tôt ou tard, il faudra que la VR développe son marché. Pour l'instant, elle mise sur des expériences bien précises pour susciter l'intérêt, mais tout cela va prendre de l'ampleur progressivement. On sait que le jeu Resident Evil 7 a eu beaucoup de succès en VR. Ce n'est pas un jeu exclusif à la VR, mais il a eu beaucoup de succès. Près de 80 000 personnes y jouaient en VR. Ça représente environ 10% du marché de Sony. Et autant de personnes qui jouent à la version VR, c'est assez incroyable pour un jeu sorti il y a quelques mois. Les jeux développés par les Américains pour la VR sont toujours des jeux de tir à la première personne, pour tuer des zombies ou des méchants. Alors qu'au Japon, ces types de jeux sont beaucoup moins populaires. Ici, les gens veulent se sentir heureux. En fait, un jeu de tir à la première personne, c'est trop agressif pour le public japonais. Ici, on va plutôt préférer des contenus assez originaux. Et c'est l'une des grosses différences entre les États-Unis et le Japon. Bien souvent, les jeux vidéo se résument à devoir combattre pour survivre. C'est la vision que se font les Européens et les Américains du jeu vidéo. Techniquement, la réalisation de ces jeux est parfaite. Ce sont souvent des blockbusters du jeu vidéo avec des budgets colossaux. C'est du divertissement de très grande qualité. Au Japon, c'est très différent. Les budgets et la taille du marché ne sont pas les mêmes. Les Japonais ne font pas de projets de si grande envergure. Nous souhaitons plutôt créer des jeux amusants qui ne rentrent pas en concurrence directe avec les blockbusters occidentaux. Chez nous, la VR est utilisée comme un média permettant de réaliser nos rêves. C'est aussi comme cela que je l'envisage. Je trouve cette comparaison entre les Occidentaux et nous très parlante. Lorsque l'on parle de divertissement au Japon, tout est lié d'une manière ou d'une autre au manga. C'est dans ces pages noircies de crayonnés que les rêves et la culture populaire japonaise sont nés. De l'animation au cinéma, les personnages issus du manga sont omniprésents ici et comptent bien être au centre de la VR Made in Japan. Historiquement, le manga existait avant la Seconde Guerre mondiale, notamment à des fins de propagande. Après la guerre, le premier mangaka qui a eu un grand succès est Osamu Tezuka. Mais je pense que la liberté de penser, qui s'est révélée après-guerre, a joué un grand rôle. Prenez la culture manga ici au Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons tout perdu. Il ne restait plus rien. Tout ce qui était en lien avec le divertissement s'était complètement éteint. Le théâtre kabuki avait quasiment disparu. Il n'y avait même plus de cinéma parce qu'il était impossible de filmer ce qu'on voulait, étant donné qu'il y avait une sorte de contrôle gouvernemental sur tout ce qui sortait. Alors que les mangas, c'était la seule part de rêve qui restait. Il n'y avait plus rien à part ça. Et c'était la forme parfaite de divertissement pour les enfants après la Deuxième Guerre mondiale. Les mangas ne parlaient jamais de bataille, d'armes ou d'invasion. Tout ce qu'on pouvait y trouver, c'était des rêves. Ils parlaient de la morale de la vie, ou de la vie future, de la vie du XXIe siècle.
Et je pense que c'est ce qui donne cet aspect unique, propre à la culture manga au Japon. Au Japon, les mangas et les animés se sont rapidement démocratisés. On dit souvent que c'est grâce ou à cause de Osamu Tezuka. Mais ce qui est important, c'est que Osamu Tezuka et les autres mangaka ont réussi à ouvrir les mangas à tous les âges, sans limiter le manga à des types de lecteurs en particulier. Je suis né en 1960 et à partir de 1964, les animés ont commencé à être diffusés à la télévision. J'ai grandi avec les animés et il y avait d'innombrables mangas. C'est à partir de cette culture que le divertissement s'est développé au Japon. Le monde des mangas, c'est un monde complètement à part, un monde de science-fiction où personne n'est jamais allé. Mais avec la VR, il devient accessible. C'est pour ça que nous avons des idées assez uniques pour l'univers de la réalité virtuelle. Parce que beaucoup de personnes n'attendent que ça, avoir la chance d'incarner un personnage, d'incarner quelque chose qui n'existera jamais dans le monde réel. Après-guerre, le Japon va se lancer corps et âme dans les nouvelles technologies et s'engouffrer dans la vague balbutiante des jeux vidéo destinés à l'arcade. Et c'est grâce au manga et à ses personnages que le Japon va créer des jeux uniques et que cette culture va fortement s'installer sur l'archipel pour devenir une véritable institution. Les salles d'arcade ont énormément de succès ici. Devant chaque gare, il y a une petite salle de jeu. Les lycéens y vont constamment et ils jouent beaucoup aux machines à pince notamment. Ils essayent d'attraper des pluches et ils jouent tous ensemble. Tout le contenu de Vive est disponible sur Steam. Mais il arrive aussi que certains contenus soient disponibles dans des salles d'arcade japonaises. La société Bandai Namco a ouvert une immense salle d'arcade consacrée à la réalité virtuelle nommée VR Zone. Et pendant les 6 mois où elle a été ouverte, beaucoup de personnes s'y sont rendues. Et elles n'ont pas hésité à payer 5000 yens, soit environ 40 € pour jouer. C'est un peu comme le Disneyland japonais. Et c'est un exemple assez unique dans notre pays. L'arcade au Japon a été créée par les entreprises qui vendaient des jukebox de l'armée américaine. Les jeux d'arcade comme Space Invader et Breakout étaient les premiers. Bien sûr, Pong existait déjà sur Atari, mais le gameplay des jeux japonais était bien meilleur. Les Japonais ne voulaient pas jouer aux jeux américains. Ils voulaient pouvoir jouer aux jeux d'arcade à l'image de Space Invaders sur leur PC. Et c'est ainsi que les consoles de salon vont voir le jour au Japon. Et pour les consoles, la création de la Nintendo en 1983, appelée Family Computer au Japon, sera un tournant décisif pour cette industrie. C'est surtout grâce à Nintendo. Ils ont créé des personnages. La société américaine Atari utilisait des personnages comme E.T. qui existaient déjà. Les Japonais sont différents. Ils ont créé des personnages comme Super Mario, des caractères uniques. Mais avec l'explosion de la Nintendo, le marché des salles d'arcade a diminué de 2/3 au Japon. Afin de pallier à ce manque, les game centers ont évolué en une sorte de parc d'attractions. Les UFO-catchers sont apparus avec leur prix à gagner à l'aide de pinces et de plus en plus de simulateurs ont vu le jour, comme Hang-On, Afterburner ou Space Harrier. Ce sont des machines imposantes et cela a changé l'image de l'arcade.
Je suis né dans les années 70. Dans les années 80, l'arcade était à son summum. Il y avait des game centers partout et plein de jeux comportaient déjà le terme VR dans leur nom. À l'époque, pour des jeux comme Tekken ou Virtua Fighter, on utilisait une technologie en 2D et non pas en 3D, appelée polygone. Et on considérait cette technologie comme réalité virtuelle. Mais avec la sortie de la PlayStation de Sony, les consoles de salon sont devenues plus puissantes que les jeux d'arcade. Depuis, les game centers sont en déclin. Avant même les sorties de la PlayStation VR et même de l'Oculus, je travaillais déjà sur le concept de VR, afin que les joueurs se sentent plus proches des personnages des jeux de combat. J'ai fait plusieurs prototypes, par exemple où le joueur se met à une table avec les personnages. C'était vraiment les balbutiements de la VR. Ce n'est que bien plus tard que j'ai vraiment utilisé le masque VR pour mon jeu, Summer Lessons. Summer Lessons de Katsuhiro Harada, le célèbre créateur de la série Tekken, sera l'un des tout premiers contenus originaux japonais développés pour la VR. Ce jeu, qui vous propose de donner des cours d'été à une jeune étudiante, est le jeu VR le plus vendu au Japon et permet une interactivité avec le personnage jamais atteinte avant lui. Au début, Summer Lessons était plus un test qu'un jeu. Jusqu'ici, le personnage à l'intérieur du jeu ne reconnaissait pas le joueur. Mais grâce à la VR, le personnage reconnaît le joueur. C'était le but de ce test. Le personnage reconnaît le joueur, le regarde, lui parle. Et si le joueur regarde ailleurs, le personnage se met en colère. Grâce à ces réactions, le joueur ressent vraiment la présence du personnage. Cela l'humanise. Il ne le considère plus seulement comme un être virtuel. Le thème principal de Summer Lessons est donc la communication entre le joueur et le personnage. Le VR Park a ouvert le 16 décembre 2016. Je suis chargé de la relation publique de ce lieu. Ici, nous avons 7 machines, dont 6 jeux différents d'attractions en VR. VR Park est un centre de jeux spécialisé dans la VR. Notre concept est unique, puisque c'est un parc d'attractions basé sur la VR. Ici, des couples et des groupes de tout genre
peuvent jouer en même temps. Alors qu'avant, les jeux en VR étaient une activité solitaire, uniquement à la première personne. Tandis que les machines du VR Park Tokyo vous montrent ce que le joueur expérimente pendant l'attraction. Cela permet aux personnes qui sont autour du joueur de pénétrer avec lui dans l'univers virtuel. C'est vrai que le marché de l'arcade est en déclin. Les jeux sont très souvent similaires. On a aussi subi la concurrence des jeux sur smartphone. Ces jeux sont très performants, accessibles et gratuits pour la plupart. C'est pour cela que nous ouvrons ce Game Center spécialisé dans la VR, afin que les joueurs retrouvent le plaisir de venir jouer dans les salles d'arcade. Parce qu'avant, sortir entre amis pour aller au Game Center était une activité à part entière. Je pense qu'il y a de fortes chances que les salles d'arcade retrouvent leur popularité avec la VR, notamment parce que la VR coûte encore cher et que jouer en salle d'arcade pourrait coûter moins cher. Et aussi parce que voir quelqu'un d'autre se plonger dans un univers de réalité virtuelle est parfois aussi divertissant que de s'y plonger soi-même. Si les grandes firmes sont déjà à bord du Shinkansen de la VR, leurs contenus sont pour le moment très classiques. Mais le Japon recèle de petits génies et de créatifs pour qui seul le gameplay et l'expérience immersive comptent. C'est dans ce genre de réunion de passionnés que les idées semblent exploser dans tous les sens et que la VR de demain se construit pixel par pixel. Quand je suis allé là-bas, ce qui m'a le plus frappé dans toutes ces expériences, c'est que j'ai senti combien les projets que ces gens développent relèvent d'une passion pure, personnelle. C'était comme s'ils avaient conçu ces expériences spécialement pour eux-mêmes. Elles n'ont rien à voir avec d'autres expériences que j'ai pu voir avec la VR. Découvrir toutes ces créations était une vraie source d'inspiration. Tout ce qui sort de cet espace déborde de créativité. Je pense que c'est surtout dû à la culture japonaise en elle-même. Toute notre communauté a hâte de découvrir ce que le Japon va proposer. Actuellement, chez Tricol, nous faisons du contenu de jeux spécialisés dans la VR. Les jeux en VR sont très différents des jeux vidéo traditionnels auxquels on joue normalement sur un écran. Dans la VR, le joueur pénètre dans un univers. Il peut sentir la présence des personnages qui l'entourent. Mais la plus grande différence est que le joueur, grâce au mouvement et à la voix, peut désormais communiquer intuitivement dans un espace en VR. Il existe une vraie communication dans laquelle les joueurs échangent entre eux et avec les personnages en VR. À la différence des jeux classiques, ici, on communique directement dans le jeu. On peut se parler et on partage directement des expériences dans le jeu. Ce sont des différences fondamentales entre la VR et le reste des jeux. Il y a déjà énormément de contenu de ce genre au Japon, que ce soit dans l'animation, dans les jeux vidéo ou dans le cinéma. Et tous ces domaines sont très intéressés par la création de contenu en réalité virtuelle. Au Japon, nous avons une grande tradition des jeux 2D. Cela a été énormément utilisé, notamment avec la Nintendo Famicom.
Il y a plein de gameplays qui sont uniques au Japon. Avec la VR, il a fallu modifier radicalement le gameplay des jeux, ainsi que le design. Mais je n'avais pas envie de tout abandonner. J'espère qu'avec la VR, nous arriverons à retrouver ce gameplay, grâce à l'expérience qu'on a acquis au fil du temps. Car c'est ce qui fait la particularité du Japon. Les développeurs doivent apprendre à trouver le bon rythme pour ne pas fatiguer les utilisateurs. Parce qu'évidemment, avec tous les mouvements que peut demander la VR, on fatigue plus vite qu'en restant assis à cliquer sur une souris. Il va donc falloir proposer un contenu adapté. Mais la VR a aussi ses limites pour le moment. Par exemple, pour que l'œil humain comprenne parfaitement ce qu'il voit, il faut travailler en 90 images par seconde. Sinon, la qualité des images devient mauvaise. Et surtout, il y a le mal de la VR, qui intervient si on joue trop longtemps. Dans les jeux traditionnels, on pouvait déplacer le personnage dans n'importe quel sens sans problème. Mais en VR, le joueur est totalement immergé dans l'univers. Si les mouvements sont trop brusques ou trop nombreux, alors on peut avoir le mal de la VR. C'est la différence entre le mouvement du joueur et celui du champ visuel qui provoque cette sensation. C'est pourquoi il y a encore beaucoup de contraintes concernant la mise en scène ou le déplacement, par exemple. Je ne pense pas que la réalité virtuelle va complètement remplacer les jeux vidéo tels qu'on les connaît aujourd'hui, ou même le cinéma sous sa forme classique. C'est une expérience complètement différente. Quand vous regardez un film, vous voyez la meilleure prise d'image possible. Alors qu'avec un casque de réalité virtuelle, le joueur est immergé dans l'action. Il contrôle toutes ses actions. Donc ce n'est pas du tout la même forme de divertissement par rapport à un écran de télévision ou de cinéma. Au lieu de créer une seule scène du point de vue d'un seul personnage, il faut créer des visuels différents et des options variées pour plusieurs joueurs. Et ça prend plus de temps. Cela fait 7 ans que je travaille dans ce domaine. Je fais de l'animation pour les jeux en VR. Quand on réalise des séquences animées pour les jeux en VR, on ne peut pas faire un découpage image par image. Il faut penser à toutes les directions possibles. On doit penser à une animation globale, dans un mouvement continuel. Tout est important. Le son, les effets visuels, les mouvements. Si on veut que le joueur puisse regarder à 360 degrés, il faut déplacer les personnages dans cet environnement à 360 degrés. Et le joueur doit pouvoir les suivre. Lorsque l'animation se termine, le joueur découvre autre chose dans cet univers. C'est un processus qui intervient dès les premiers stades de développement. Cela demande beaucoup de travail en préparation. Tout cela est encore très neuf, et rares sont les développeurs qui se soucient de la partie visuelle derrière le joueur. C'est souvent très vide. Mais pour quelqu'un comme moi qui crée des environnements, ce vide me fait peur. Je suis toujours en train de penser qu'il faut plus habiller cet espace. Peut-être que je réfléchis trop. Ce ne sera qu'après avoir créé plusieurs jeux que je saurai ce qui m'importe vraiment. La VR se développe au sein d'une communauté de passionnés. Et au Japon, leur idole s'appelle Hatsune Miku.
Hatsune Miku est un personnage très célèbre au Japon. Je crois qu'elle est apparue avec un logiciel du nom de Vocaloid. D'après ce que j'ai compris, c'est un logiciel conçu pour trafiquer votre voix. Les utilisateurs s'en servent surtout pour chanter des chansons. Et le personnage d'Hatsune Miku est le visage de Vocaloid. De ce que j'ai pu voir, c'est un phénomène énorme au Japon. J'ai des amis qui sont allés à des concerts d'Hatsune Miku. Il s'agissait de concerts où une image d'Hatsune Miku était projetée sur scène et elle chantait et dansait sur différentes chansons. Les Japonais ont dans leur culture le concept de mitate. Le mitate, c'est choisir de croire en l'existence de quelque chose que l'on sait ne pas exister, ou inversement, de ne pas vouloir croire ce que l'on voit. Par exemple, dans le kabuki, le théâtre traditionnel japonais, des personnages vêtus de noir, que l'on nomme kururo, sont sur scène et font comme s'ils faisaient flotter des objets ou des personnages de la pièce. Les Japonais ont décidé qu'ils n'existaient pas et donc ne les voient pas. Les Occidentaux, eux, les voient sur scène et pensent qu'ils sont des ninjas jouant un rôle dans la pièce. C'est la même chose avec les yokai, les fantômes japonais. Ils n'existent pas, mais nous pensons qu'ils nous observent et que si nous faisons de mauvaises actions, ils apparaîtront pour nous punir. Pour les Japonais, la question n'est donc pas de savoir si cela existe, mais plutôt une façon d'envisager le monde spirituel. Cela aussi nous définit. Donc le Japon va continuer à créer des personnages de fiction comme Hatsune Miku, des personnages fictionnels que nous traitons comme des êtres vivants, tant que ce concept existera. Quand je suis allé au Japon, j'ai moi-même découvert les expériences proposées avec Hatsune Miku. Dans l'une d'entre elles, vous étiez au milieu de la foule pendant un concert et vous aviez un bâton lumineux dans la main que vous pouviez agiter. Vous étiez un simple spectateur dans la foule. Mais il y avait aussi une expérience proposée par Goroman, qui a revisité le concept d'Hatsune Miku avec Mikulus, une sorte de bureau virtuel. Hatsune est assise près de vous et vous utilisez le bureau virtuel. Vous pouvez être en train de faire du code ou de regarder YouTube et vous avez Hatsune Miku qui se tient près de vous en même temps, comme une sorte de compagnon virtuel. Je pense que dans le futur, des personnages comme celui-ci pourront fournir différents sentiments et différentes émotions, que ce soit du simple divertissement à la présence d'un compagnon. J'ai toujours beaucoup aimé les personnages, et Hatsune Miku est un de mes préférés. Donc dans mes créations en VR, j'avais envie de retrouver son personnage. Dans le nom Hatsune Miku, le mot Miku signifie le futur. Elle symbolise le futur et les nouvelles technologies. Il y a énormément de monde qui crée du contenu pour Hatsune Miku, de la musique, des dessins ou du contenu en VR. C'est une icône et un personnage très apprécié par beaucoup de gens. Elle donne des concerts non seulement au Japon, mais aussi partout en Asie et aux USA. L'année dernière, elle a même joué en France, à l'Opéra Garnier de Paris. Un des fondements de la VR au Japon vient du fait que le mot « virtuel » n'existe pas. Ici, le mot « virtuel » a donc été mal traduit, et cela a donné « imagination fictive ». Les Japonais interprètent donc la VR comme un univers fictif, comme un univers qui n'existe pas. C'est donc cette mauvaise traduction du terme « réalité virtuelle » qui a engendré Hatsune Miku, un personnage qui n'existe pas vraiment.
Alors qu'en Occident, la réalité virtuelle désigne un univers presque réel ou une réalité simulée aux USA. J'ai trouvé cette idée intéressante et de là, j'ai commencé à travailler sur mon Miculus, un contenu qui présente la chanteuse virtuelle Hatsune Miku en VR. La VR a un problème. Le joueur met le masque et il se retrouve seul. C'est triste. Mais s'il y a un personnage que l'on aime à nos côtés, on peut passer du temps ensemble. On peut travailler, regarder des vidéos, jouer ou composer de la musique. On fait des activités créatives tout en éprouvant de la sympathie l'un pour l'autre. C'est une nouvelle sensation. La VR peut changer la vie de ceux qui vivent seuls. Ils ne se soucieront plus de leur solitude. Parce que dans un monde en VR, ils auront des amis. Ce genre d'activité établit de vrais liens. J'ai souvent entendu une expression utilisée pour décrire les systèmes VR, la machine à empathie. Je pense que la vraie finalité de toutes ces expériences, c'est de susciter une émotion chez l'utilisateur. Mais je pense qu'à terme, la réalité virtuelle sera capable de créer de vraies émotions chez l'utilisateur, contrairement aux jeux vidéo actuels. Il y a beaucoup de personnes qui craignent qu'on ne sorte plus de chez soi, qu'on ne se sociabilise plus. Et c'est une crainte compréhensible, mais je pense plutôt que la VR propose une autre façon de se sociabiliser, de découvrir le monde, et même de changer les choses. Ces changements ne seront peut-être pas liés à quelque chose de réel, mais justement, le monde réel peut être un facteur limitant pour ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans une zone rurale et qui n'a pas les moyens de se faire entendre pourra avoir le même impact que quelqu'un qui vit à New York, par exemple. Avec la VR, comme avec Internet ou certaines infrastructures, ces gens pourront avoir la même présence que les autres. C'est un moyen de supprimer les inégalités. Jusqu'ici, on communiquait via du texte, des photos ou des vidéos. Désormais, nous entrerons dans un espace virtuel. Et on pourra se parler directement et communiquer avec notre corps aussi. C'est une forme de conversation bien plus proche de la réalité qui sera possible en VR. Les réseaux sociaux expérimentaux qui nous permettent de partager un espace virtuel commencent à apparaître. Ils seront opérationnels très bientôt. Alors notre façon d'utiliser ces réseaux va changer. Avec la VR, nous sentirons vraiment la présence d'autrui. On ne pourra plus dire des choses vulgaires par inattention. On hésitera à voir des personnes qu'on ne connaît pas. On se limitera à nos proches. L'utilisation la plus utile sera celle faite par des personnes hospitalisées ou éloignées de leur famille ou de leurs enfants et qui verront ainsi leur famille. Avec la VR, les réseaux sociaux se généraliseront d'abord dans la vie quotidienne. Les réseaux sociaux actuels, comme Facebook, nous lient avec des personnes qui nous sont inconnues. Alors que les réseaux sociaux basés sur la VR serviront plus à nos proches. Cela va resserrer les liens de la communauté plus traditionnelle, comme le voisinage. Ce sera un réseau beaucoup plus intime et personnel. Tokyo est une immense mégalopole et les relations sociales entre hommes et femmes sont dictées par un code rigide et une vie stressante qui laisse souvent peu de place aux rencontres. L'explosion des maid cafés est un exemple frappant de ce besoin de contact humain et de ce manque de communication, un besoin que la VR pourrait peut-être aider à combler. Depuis toujours, nous avons dans la culture japonaise cette fascination pour les jolies jeunes filles. Les maid cafés sont nés de cette fascination. Au début, c'était plus des cosplay cafés dans lesquels on se déguisait en son personnage d'animé ou de jeu vidéo préféré.
Mais celui qui perdure encore, c'est le Maid Café. Il existe de nombreux jeux pour adultes. Cependant, le terme adulte ne signifie pas forcément rapport sexuel. Beaucoup de joueurs recherchent simplement de la compagnie, passer un moment auprès d'une jolie fille. Les jeux qui réussiront à satisfaire tous ces fétichismes finiront par s'imposer. Après le lancement de la PlayStation au Japon, la plupart des jeux sur PC étaient des jeux érotiques. Ce sont des jeux que les consoles et les game centers ne pouvaient pas proposer à cause de la législation. Ainsi, le nombre de jeux érotiques a explosé au Japon. Cela constitue un marché considérable. L'industrie du divertissement pour adultes a eu un rôle majeur dans le développement d'Internet. Et ce sera la même chose avec la VR, c'est même déjà le cas. Avoir la sensation d'une présence physique, c'est un aspect majeur du divertissement pour adultes. Un salon de la VR érotique a eu lieu à Akihabara il y a peu. Mais à cause du nombre trop important de visiteurs, le salon a été annulé et fermé de force. Il y a une forte demande concernant du contenu VR érotique et pornographique. Il existe déjà plusieurs jeux en VR, dont le but est de faire l'amour avec de jolies filles. Et la qualité visuelle de ces produits équivaut au reste du marché. Ici, il y a une très forte demande pour tout ce qui touche au contact et à la communication avec des filles. Et la VR peut satisfaire cette demande. Je pense même que si l'on s'y prend bien, il y a là une opportunité d'aider les gens. La VR et le divertissement pour adultes pourraient nous donner une chance d'améliorer les relations entre partenaires sexuels, ou en tout cas entre des personnes qui partagent ce type de relations. Je pense qu'on y trouverait une forme d'humanité qui manque à la pornographie classique, selon moi. Beaucoup de gens ont désespérément besoin de contact humain, de partage, de communication, ou tout simplement d'être en présence d'autres personnes. Et je pense que la technologie est justement là pour vous aider à résoudre ce problème. C'est ce qu'on est en train de voir, que ce soit d'un point de vue sexuel ou simplement d'un point de vue physique. Je pense que peu à peu, les solutions à ces besoins vont émerger. Et je pense même qu'à un moment donné, on ne pourra plus vraiment différencier les souvenirs développés dans la réalité virtuelle des souvenirs développés dans la vraie vie. Je ne pense pas qu'on atteindra ce stade avec de simples masques qu'on se met autour de la tête. Mais c'est une étape nécessaire pour comprendre notre cerveau. À partir de là, on pourra développer des lacets neuronaux ou des interfaces neuronales directes qui viendront modifier ce que nos sens perçoivent grâce à un dispositif extérieur, jusqu'à remplacer complètement ce qu'on voit et ce que notre système nerveux périphérique perçoit. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, peut-être dans 30 ou 40 ans, mais c'est ce vers quoi on se dirige. Dans le futur, peut-être dans une vingtaine d'années, il est possible que tout le monde ait la possibilité d'enregistrer les images et le son en panoramique, et surtout de les sauvegarder quelque part. Ce seront nos souvenirs, notre histoire. J'aimerais avoir la chance d'enregistrer les conversations que je pourrais avoir avec mes enfants, enregistrer des moments avec mes enfants quand ils auront 5, 6, 10 ans. Ce ne seront pas forcément des moments très importants, mais ce seront des moments où je serai là, où je pourrai enregistrer ce qui se passe pour emmener ce signal virtuel avec moi dans le futur. Ça me donnera la possibilité de revivre ce moment n'importe quand, dès que je le voudrais, ou même de partager l'émotion que j'aurais capturée avec mon cousin ou avec ma grand-mère. Et quand mes enfants seront plus grands, ça me permettra de leur montrer ce que moi j'ai vu à ce moment précis. C'est ce que j'attends du futur de la réalité virtuelle. La VR vient juste de voir le jour. Désormais, les consommateurs ont accès à cette technologie. Nous avons planté cette graine. Nous allons la voir germer, devenir un arbre et voir ses branches s'épanouir.
Mon souhait est que chacun aide à élever la réalité virtuelle. Aujourd'hui, nous avons l'habitude, quand il y a une chose que l'on ne connaît pas, d'immédiatement consulter Google. J'imagine qu'à l'avenir, on prendra l'habitude de consulter la VR. En tout cas, je souhaite que cela devienne la norme. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose d'aussi gros qu'une puce. Je pense que ce sera quelque chose de presque impossible à voir, quelque chose de microscopique, qui puisera dans toutes les technologies que l'on connaît déjà, comme le cloud ou le sans-fil. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de systèmes implantés dans notre corps. Je pense plutôt qu'on sera relié à une intelligence artificielle extérieure. C'est l'idée de la réalité mélangée, une fusion entre le vrai monde et le monde virtuel. Quand on sortira dehors, on verra une réalité augmentée. On pourra retrouver ses amis virtuels ou aller à l'endroit où ils se trouvent. De la même manière qu'on emmène Internet partout avec nous aujourd'hui, je pense qu'on pourra aussi emmener la réalité virtuelle n'importe où, que ce soit dans notre poche ou dans notre tête. Elle ne nous quittera jamais. Et je pense que dans le futur, les enfants se demanderont comment on faisait pour survivre sans la capacité d'exporter notre conscience n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. Ce sera comme une seconde nature pour eux. Dans l'avenir, je pense qu'il n'y aura plus de VR. En fait, nous n'utiliserons plus du tout le terme de réalité virtuelle. Aujourd'hui, Internet s'intègre parfaitement dans nos vies. On ne pose plus la question « Utilisez-vous Internet ?» Et c'est la même chose pour les smartphones. Internet est devenu aussi banal que de l'eau qui coule du robinet. Ce sera pareil pour la VR. Nous l'utiliserons instinctivement pour améliorer nos vies. Est-ce que la VR pourra résoudre nos problèmes de communication ? Pourrons-nous communiquer n'importe quand et n'importe où ? Sans avoir besoin de nous déplacer, tout en partageant le même espace-temps et en ressentant la présence des autres, leur proximité autour de nous ? Cela serait vraiment une époque formidable grâce à la VR. Je suis très impatient de vivre cela. Il est possible qu'il y ait de moins en moins de relations humaines. Mais peut-être que grâce à cette évolution, de meilleurs modes de communication pourront émerger. De toute façon, nous verrons, je pense, de grands bouleversements que nous n'imaginons pas encore. Je suis inquiet et en même temps, j'ai beaucoup d'espoir et d'espérance. Je souhaite pouvoir ne plus jamais revenir à notre réalité.